pendant qu'il y a le caniche là qui hurle. Qu'est-ce qu'il fait là? Ta gueule! Putain, le caniche, je sais pas qui il est ce chien. C'est pas. En dessous d'un garrot à 50 cm, pour moi, c'est pas considéré comme un chien. Merci comme d'hab d'avoir regardé la vidéo. Ah ben non, ça il faut que je le dise à la fin, je suis con, putain, c'est pas possible. Salut tout le monde, bienvenue sur Wrestling Clinic, bienvenue dans la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, avant de parler, est-ce que ça tremble quand je fais ça? Ouais, un petit peu, merde. Hop. C'est bien stabilisé. Alors aujourd'hui, avant de parler du sujet du jour qui va concerner Monday Night Raw de lundi dernier, même si je l'ai déjà mentionné sur Twitter, je tiens à saluer et embrasser très chaleureusement mon ami de longue date Christophe Ajus et aussi Philippe Chéreau par rapport au malheureux arrêt des pay-per-view en live sur AB1. Donc il y a eu beaucoup de débats là-dessus, on sait très bien que ça ne vient pas de AB, que c'est une décision WWE, donc voilà, on peut rien y faire, c'est la politique de la WWE, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu par rapport à là et les décisions qu'ils sont en train de prendre, et ça n'impacte pas que la France, ça impacte beaucoup, quasiment tous les pays qui jusqu'à présent diffusaient les pay-per-view en différé ou en live de la WWE. Donc il y a une réelle volonté contre laquelle malheureusement personne ne peut faire grand chose. Et en parlant de volonté, eh bien il y a la volonté de Vince McMahon contre laquelle aujourd'hui non plus on ne peut pas faire grand chose, que l'on soit Eric Bischoff, que l'on soit un des 40 scénaristes de la WWE ou que l'on soit Paul Heyman qui est arrivé dans les coulisses de Raw en tant que conseiller depuis maintenant presque 2 semaines, depuis lundi de la semaine précédente. Et c'est là-dessus que je vais vouloir m'arrêter parce que est-ce que j'ai tweeté? Je sais plus si j'ai tweeté ou j'ai mis sur YouTube, tout simplement, que pour moi le Raw de lundi c'était peut-être, maintenant quelques jours de recul je dis peut-être, mais mardi matin après avoir regardé Raw, pour moi c'était clairement le pire Raw de tous les temps. Et il y a plein de gens qui se sont un petit peu élevés par rapport à ça en disant que j'exagérais, qu'il fallait que j'explique, que je disais n'importe quoi, que c'était mauvais mais c'était pas aussi horrible. Ah, le tripod là il est pas super droit, attendez. Voilà, on est bien comme ça. Et donc aujourd'hui on va un petit peu discuter ensemble des raisons pour lesquelles pour moi ce Raw était un des pires. Mais c'est pas grave, on garde notre bonne humeur, mais on va rentrer dans le détail du truc. Alors il faut bien distinguer plusieurs choses dans les shows. Il y a d'abord la théorie et il y a la pratique. Donc la théorie c'est le booking, les réunions, les brainstorming, les idées, mettre sur un papier tout ce qu'on a envie de réaliser. Et ensuite il y a la pratique, c'est-à-dire l'exécution, c'est-à-dire les mecs qui prennent le micro et qui délivrent les promos, les mecs qui font les matchs, etc. Alors, pour que ce soit clair, dans cette vidéo aujourd'hui, on va pas parler de cette nouvelle tendance à ne pas mettre de pub pendant les combats et les horribles conséquences que ça a avec je sais pas combien de matchs à 3 tombées, des matchs à élimination dans tous les sens, bref, là-dessus, c'est catastrophique, mais ça ne concerne même pas ça. Ce que ça concerne, en fait, c'est l'essence du catch. L'essence du catch, c'est quoi? C'est que quand on va écrire un show, je dis bien écrire, hein. Après on va parler de la mise en pratique. Quand on va écrire un show, tous les matchs, tous les finishes, toutes les interviews, tous les segments, tout ce qui se passe pendant un show, la seule raison derrière tout ce qui est écrit, c'est que à l'issue d'un match, à l'issue d'une interview, à l'issue d'un angle, les catcheurs impliqués sortent grandis, que leur rivalité sorte grandie, que les personnages puissent se développer, que l'on comprenne un petit peu mieux l'histoire, et ainsi de suite. Exactement comme n'importe quel épisode de série télé. Sauf que, quand à la fin d'un match, ça n'a rien fait si ce n'est juste présenter un match, ça ne sert à rien. Si après une interview, ça n'a pas fait avancer la feud, ou que après une interview, ça n'est finalement on n'est pas avancé, ça n'a servi à rien. Et c'est pour ça que par exemple, entre avril 2000 et mars 2001 à la WCW, c'était une catastrophe absolue. Parce qu'il se passait énormément de choses sur les shows, sauf que à la fin des choses, les storylines, elles n'avançaient pas. Le public a perdu complètement ses repères. Il y avait plus, enfin, les heels et les faces changeaient plusieurs fois au cours de mois. Il y a même plusieurs shows pendant lesquels il y a des mecs qui étaient à la fois face et heel à plusieurs reprises. Ce qui fait qu'en à peine un an, la WCW a perdu 70 millions $, que la WWE l'a racheté au début de l'année 2001.
Les 62 millions de dollars de perdus, c'est tout simplement parce que les gens ont arrêté d'acheter les pay-per-view, parce qu'il n'y avait pas de continuité de storyline qui permette de donner envie aux gens d'acheter les pay-per-view. Les gens ont arrêté d'aller voir les shows. C'était des salles, comme on a pu le voir par exemple à Stomping Ground ou à Raw ou à SmackDown d'après, où il y a toute la moitié de la salle qui est complètement bloquée et le public est parqué sur une seule moitié. Donc on a un petit peu les mêmes symptômes, même si on est encore loin derrière en termes de nullité théorique, conceptuelle de booking. Et les 62 millions de dollars, ils ont été aussi perdus parce que les gens ont arrêté d'acheter du merchandising. Donc à partir du moment où le produit n'a plus de logique, de suite logique et de continuité dans les idées, les gens se détournent du produit. À l'époque, la WCW, c'était différent parce qu'aujourd'hui, la WWE n'a aucun souci d'argent pour les 5 prochaines années. Ils vont se faire des centaines de millions, des milliards de dollars. C'est des milliards de dollars. Le contrat de Fox, je crois qu'il a été revalorisé à 2,35 milliards de dollars, donc 2 milliards 350 millions de dollars. C'est des sommes absolument astronomiques. Et quand il suffit de se mettre à leur place. C'est un mécanisme psychologique, je dirais, qui est tout à fait logique. Si vous êtes assuré au boulot de gagner, je dis n'importe quoi, 20 000 euros par mois, est-ce que vous allez vous donner? C'est-à-dire qu'on vous dit, je te paye 20 000 dollars par mois, mais les résultats, on s'en fout, et ce que tu vas faire au quotidien, finalement, ça n'a pas d'importance sur ton salaire. Bien entendu, il y a au-delà de l'éthique et du travail bien fait, forcément derrière, il n'y a pas les mêmes efforts qui sont consentis. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, à la WWE, c'est un petit peu comme la finance et l'économie aujourd'hui. Aujourd'hui, la finance, les marchés, les actions, tout ça, c'est totalement désolidarisé de la réalité économique terrain. C'est-à-dire que tout est spéculatif à la hausse ou à la baisse, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent lorsqu'on en perd. Et ça n'a rien à voir avec la consommation, l'entrepreneuriat, le système social, n'importe quoi. Et c'est la même chose à la WWE. Peu importe ce qu'ils vont présenter à Raw, peu importe ce qu'ils vont présenter à SmackDown, à NXT, bon NXT c'est différent, ou en pay-per-view, ça n'aura aucune influence sur leur bilan financier de la fin de l'année. Donc forcément, ils se posent plus les mêmes questions, ils font plus les mêmes efforts. Et au-delà de ça, il y a un Vince McMahon qui, malgré tout, c'est même pas une question d'âge, c'est simplement que l'évolution du business est tellement rapide en ce moment, depuis quelques années, qu'on se rend compte que Vince McMahon est de plus en plus déconnecté de cette évolution. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais regardé de catch en dehors de ce que lui produit. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit incapable de comprendre la réelle demande du public et quelles sont les choses en dehors de la WWE qui fonctionnent. C'est-à-dire que quand ça fonctionne à la WWE, il va dire ok très bien, banco, on continue là-dessus. Si ça marche pas, on prend une autre direction. Mais il n'est pas capable de s'inspirer d'autres gens qui l'entourent, comme Vince McMahon, comme Paul Heyman, bientôt Eric Bischoff dès la semaine prochaine, et tous les scénaristes qui, eux, regardent du catch et sont beaucoup plus au fait de la réalité de l'industrie du catch aujourd'hui, ne sont que des conseillers qui vont lui donner des idées. Et ensuite, ces idées, il va les faire filtrer, il va les mouliner dans son petit cerveau et il va juger qu'est-ce que lui pense être bon ou mauvais. Mais de manière totalement déconnectée de la réalité du catch d'aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit, il n'en regarde pas. Il ne sait pas ce qui se passe dans le monde du catch. Ça, c'est aussi un élément primordial pour comprendre comment fonctionne la WWE. On va revenir sur Raw. À Raw, il y a eu 3 choses à l'inverse, opposé de ce qu'il faut pour que le catch aille de l'avant. Le premier, c'est le match mixte à élimination. On est d'accord que c'est un match mixte homme-femme. Seth Rollins et Becky Lynch contre comment elle s'appelle, Zelina Vega et notre pote Andrade. Match à élimination. Les hommes n'ont pas le droit de catcher avec les femmes n'ont pas le droit de catcher avec les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Becky Lynch catch avec Zelina, eh bien, il y en a une des deux qui va à un moment perdre. Et on l'a vu. Becky Lynch a gagné et ensuite, elle s'est mise sur le tablier du ring, sur l'éperon, à attendre. Mais pourquoi? La logique du match, c'est incompréhensible. C'est une des pires idées que j'ai vues de ma vie. Parce que, on l'a vu dans la pratique. Becky Lynch a gagné, mais comme elle ne peut pas catcher contre Andrade, de toute façon, soit elle est entre guillemets éliminée elle-même, ou alors elle ne sert plus à rien et ça, il faut rentrer au vestiaire. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas le droit de catcher contre Andrade. Andrade n'a pas le droit de catcher contre elle. Donc c'est terminé. Ça devient Seth Rollins contre Andrade. Alors évidemment, le but de ça, c'était de construire, entre guillemets. Donc il y avait une suite un petit peu dans les idées, parce que je l'ai dit avant, tout but
tout match, tout segment a un but, c'est d'élever et de crédibiliser, de renforcer des storylines des personnages, des catcheurs. Extreme Rules, on va donc avoir le match mixte avec Baron Corbin, Lacey Evans et compagnie. Donc le but de ce match, c'était de faire gagner évidemment Seth Rollins et Becky Lynch. Ils ont respecté la logique, très bien. Mais imaginons, dans un contexte, comment dire, un peu plus objectif et moins figé par rapport au pay-per-view qui s'annonce. Admettons que Seth Rollins batte Andrade en premier. Soit. De nouveau, on retombe sur ce non-sens total. Les mecs ne peuvent plus aller dans le ring. Le match pour eux est terminé, ils peuvent rentrer. Et si à l'inverse, sur la deuxième manche, c'est Zelina qui bat Becky Lynch. Qui a gagné le match? C'est match nul? Enfin, conceptuellement, c'est le truc le plus illogique, le plus débile que j'ai vu, enfin pas de toute ma vie. Là, on est à des niveaux WCW de l'année 2000, franchement. Parce que, vous voyez ma logique, je veux dire, le concept même du match ne peut pas être mis en pratique. Donc ça, c'était la première chose. Et ça, il y a quand même une foultitude de gens qui ont eu l'idée, qui ont réfléchi, qui ont validé, etc. Il y a tout un process de validation où à chaque fois, personne ne s'est dit « mais attends, ça ne peut pas se faire ». Deuxième chose, retour de Rey Mysterio. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand un catcheur revient? Surtout Rey Mysterio qui a déjà battu, des big shows, il a battu tous les big men de l'industrie du catch depuis maintenant 25 ans. Le gars, il revient. On le fait perdre en moins d'une minute. C'est l'inverse total de ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que quand un catcheur revient, surtout maintenant où il se passe tellement de choses, ça fait 1 mois qu'on l'a pas vu, il faut qu'il reprenne un petit peu de vitesse, vous voyez ce que je veux dire? Le faire perdre en 1 minute, je comprends que ça renforce Bobby Lashley, mais Bobby Lashley n'a pas besoin de squasher un Rey Mysterio en moins d'1 minute pour être crédible à Extreme Rules contre Braun Strowman. Et en plus, ce Raw, il vient après une semaine précédente où j'étais plein d'espoir. Je m'étais dit, on voit vraiment la touche, la patte de Polyman, et Vince McMahon est plus à l'écoute. Et ben là, non, on est revenu, on a fait 1 pas en avant pour faire 4 pas en arrière. On fait perdre un catcheur qui revient, un catcheur face populaire, ça n'a aucune utilité. Si on va faire revenir Rey Mysterio, on le fait battre n'importe qui sur le roster, n'importe qui. On prend un jobber, on prend un Zack Ryder, on prend un... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? À quoi ça sert? Ça n'a servi à rien, si ce n'est Bobby Lashley, un monstre de muscles qui va battre Rey Mysterio, il va pas sortir plus puissant. Je veux dire, on se dit, encore heureux. Et Rey Mysterio, à l'inverse, qui est un ancien champion du monde, il a quand même gagné le titre à WrestleMania 22 en 2006 contre Orton et Kurt Angle, match à 3. Je veux dire, le gars, il a accompli tellement de choses, et maintenant, il est relégué au stade de jobber parfait. À ce moment-là, on prend 3 jobbers locaux, match 3 contre 1, Bobby Lashley les défonce quand même en 1 minute. Là, éventuellement, on se dit, putain, le mec, il booste, quoi. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, parce que Bobby Lashley, il a besoin d'autre chose que battre un mec revenant, parce que le mec revenant, il doit gagner pour garder un petit peu d'aura et de superstarité, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas un mot, mais on s'en fout. Et dans l'exécution, évidemment, c'était encore plus de la merde. À la limite, s'ils avaient fait gagner Lashley en 12 minutes, où vraiment le gars, il allait au bout de sa vie, parce que Rey Mysterio, il s'est défendu becs et ongles jusqu'à la mort. Why not? Parce que là, Rey Mysterio, on va se dire, putain, le gars, vous avez vu 12 minutes avec Lashley, il a pas lâché le morceau, il a pas lâché le morceau. Donc ça, c'était la deuxième chose qui est complètement à l'opposé de ce que doit faire un show de catch, des catcheurs et surtout des bookers. Et la dernière chose, c'est le main event. Donc le main event, on est d'accord que le concept, il est très simple. C'est un face qui va se trouver un partenaire mystère pour affronter des heels. À l'issue de ça, en général, c'est le catcheur, là en l'occurrence il était masqué, donc le catcheur masqué mystère, qui souvent est peu connu, pas ou peu connu, pour que justement le côté mystérieux et le fait qu'il gagne permettent de le propulser automatiquement à un stade supérieur sur la carte, ou en tout cas la perception du public. Ça, c'est un fait, c'est une chose, c'est une recette universelle. Quand on regarde aujourd'hui à quel point la WWE galère à créer des stars, et ben ce main event, c'est l'exemple parfait. L'exemple parfait qui montre que les gars font les choses à l'envers. Parce que ils avaient une occasion en or de propulser Cedric Alexander en tant que catcheur plus crédible qu'il n'est aujourd'hui. Je ne veux pas dire un niveau de main eventer, mais en tout cas plus crédible qu'il est aujourd'hui, et la semaine prochaine encore plus crédible, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on crée des stars. Sauf que le mec a perdu. Le mec a perdu. Ils lui ont fait perdre le match. Je sais même plus si c'est Shane qui a fait le pin, peu importe. Les heels
ont battu le mec qui constituait le mystère, la surprise de cette fin de show. Enfin, je sais même pas comment expliquer, tellement ça vient à contre-courant de la logique de base du catch qui permet au catch d'être bon, au catcheur d'être meilleur, au storyline d'être meilleur et au pay-per-view d'être encore plus attendu, anticipé et créer plus d'impatience auprès des fans. Enfin, pas des fans, l'univers de la WWE. À quoi ça sert de l'avoir fait perdre en fait? C'est ça le problème. Parce que là, en le faisant perdre, on a perdu une occasion en or de crédibiliser un mec qui est relativement peu connu. Une occasion en or et on l'a fait perdre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gars, maintenant, il va être encore plus rétrogradé, il va encore plus tomber dans l'oubli, parce que le gars était une surprise, il n'a pas réussi à faire le job. Donc, ça veut dire que le gars, il sert à rien. Plein d'autres trucs avec aussi les angles avec Maria et Mike Kanellis, je veux dire, enfin, on marche sur la tête, quoi. J'ai même pas envie de rentrer et d'expliquer ce truc, parce que je pense que, déjà, la semaine dernière, on a vu la promo, on lui a dit, tu n'es même pas capable de me mettre enceinte. Enfin, Mike Kanellis, il est mort. Il faut comprendre que ce qu'ils ont fait la semaine dernière et cette semaine à Raw, ils ont tué Mike Kanellis en 2 shows. Là maintenant il a catché aussi à 205 Live. Ok, soit. Le gars il ne sera plus jamais crédible parce qu'il sera ad vitam aeternam le gars qui n'est même pas capable, qu'est-ce qu'elle a dit, de passer l'aspirateur, de la mettre enceinte, de faire les choses correctement à la maison. Enfin, c'était une débâcle absolue. Donc moi je vais m'arrêter là-dessus, mais voilà, ce Raw pour moi, il était à l'opposé total de ce que doit être un show de catch quand il est booké correctement. Quoi. Et le plus surprenant, et ça c'est un mystère, le plus surprenant c'est que les audiences de Raw sont restées semi-stables. Il y avait, je crois la moyenne c'était 2 350 000 téléspectateurs, et il n'y avait pas autant de fluctuations et de pertes d'audience entre la première, la deuxième et la troisième heure. Donc là aussi c'est un mystère de plus qui peut-être me fait mentir, ou alors que tout simplement c'est un public qui regarde le catch par réflexe, qui n'en attend plus rien, qui met ça en toile de fond, qui finalement s'en fout, et qui n'attend plus grand-chose. Bon bref, c'était tellement ubuesque que ça m'a désespéré de voir, et je suis très curieux de voir combien il y aura de gens oui, je crois qu'Extreme Rules est à Philadelphie. Ça fait 2 semaines qu'ils font un billet acheté, un billet gratuit. Donc, alors que le Nord-Est avec Philadelphie et compagnie, en général, c'est des marchés plutôt forts où il y a une bonne demande, les salles sont plus remplies que n'importe quoi à Sioux Falls ou à Fort Wayne ou à Baton Rouge, enfin ce genre de ville où le marché est un petit peu, c'est moins chaud quoi. Le Nord-Est est super chaud et malgré ça, je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui va voir le show. C'est pour ça qu'ils donnent un billet gratos pour un billet acheté. Donc on va voir ce que ça donne Extreme Rules. Je me prononce pas encore sur le show, bien entendu lundi vous aurez mes réactions et mon analyse sur le pay-per-view, mais voilà, je voulais mettre des mots tant bien que mal parce que ça va tellement à l'encontre de ce que doit être le catch que c'est très compliqué d'expliquer de manière cohérente pourquoi le Raw de lundi, pour moi c'était un des pires Raw de tous les temps en termes de booking et de logique et d'utilité, etc. Donc j'ai perdu le fil de ma phrase, je m'en fous. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Et puis moi je vous dis à dimanche pour Fight for the Fallen de la AEW que je vais vous reviewer pendant qu'il y a le caniche là qui hurle. Qu'est-ce qu'il fait là? Ta gueule! Putain, le caniche, je sais pas qui il est ce chien. C'est pas en dessous d'un garrot à 50 cm, pour moi c'est pas considéré comme un chien. Non, il sort de l'autre côté, bon, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous donne rendez-vous dimanche pour un Fight for the Fallen, je vous donne rendez-vous lundi pour Extreme Rules, et je vous donne rendez-vous 18... c'est pas possible. Bon, je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, cette fois c'est au bon moment que je le dis. Gardez la passion, regardez le catch 24h sur 24, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.